La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc vous présenter 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Dans cette première vidéo, je vais commencer avec la technique Pomodoro. La technique Pomodoro est une méthode de gestion du temps très prisée des étudiants. Développée par Francesco Cirillo dans les années 1980, cette approche vise à améliorer votre concentration et votre productivité en alternant des périodes de travail intenses avec des pauses régulières. La technique Pomodoro divise le temps de travail en intervalles de 25 minutes, appelé Pomodoro. Vous pouvez utiliser une application pour chronométrer votre séance de travail. Avant de commencer, identifiez la tâche ou le sujet sur lequel vous souhaitez travailler pendant votre séance de révision. Vous pouvez maintenant travailler sans interruption pendant 25 minutes. Pendant ce Pomodoro, concentrez-vous uniquement sur la tâche choisie. Évitez toute distraction, comme les notifications de votre téléphone ou les réseaux sociaux. Si une idée ou une tâche non liée vous vient à l'esprit, notez-la rapidement sur un papier pour y revenir plus tard. Une fois les 25 minutes écoulées, accordez-vous une pause de 5 minutes. Utilisez ce temps pour vous éloigner de votre espace de travail, vous dégourdir les jambes, vous hydrater ou faire une micro-activité relaxante. Après votre pause, entamez un nouveau cycle de 25 minutes de travail suivi d'une pause de 5 minutes. Vous pouvez répéter ce processus jusqu'à avoir complété 4 Pomodoro avant de prendre une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette pause plus longue vous permettra de vous reposer, de recharger vos batteries et de vous préparer pour la prochaine série de Pomodoro. L'un des principaux avantages de la technique Pomodoro est qu'elle vous encourage à travailler avec une concentration maximale pendant des périodes délimitées. Sachant qu'une pause est prévue toutes les 25 minutes, vous serez plus motivé à rester concentré et à résister aux distractions. En intégrant la technique Pomodoro à vos habitudes de révision, vous constaterez une amélioration de votre productivité, une meilleure gestion de votre temps et une réduction du stress lié aux examens. N'hésitez pas à adapter la technique Pomodoro en fonction de vos préférences. Certains étudiants préfèrent des Pomodoro plus courts de 20 minutes ou plus longs de 30 minutes. L'essentiel est de trouver le rythme qui vous convient le mieux et qui vous permet de maintenir une concentration optimale, de vous détendre brièvement, de bouger et de vous oxygéner, ce qui favorise la mémorisation et la créativité. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous proposer une alternative au Pomodoro avec le 50-10. Contrairement à la technique Pomodoro qui préconise des séquences de 25 minutes, la méthode 50-10 vous encourage à travailler pendant des périodes plus longues de 50 minutes. Cette durée vous permet de vous plonger davantage dans la matière et d'avancer de manière significative. Après chaque séquence de 50 minutes, accordez-vous une pause de 10 minutes. Utilisez ce temps pour vous éloigner de votre espace de travail, vous dégourdir les jambes, vous hydrater ou faire une courte activité relaxante. Répétez le cycle pour enchaîner les séquences de 50 minutes d'études suivies de pauses de 10 minutes tout au long de votre session de révision. Après 3 ou 4 cycles, vous pouvez vous accorder une pause plus longue de 30 minutes pour vous reposer et vous ressourcer. L'avantage de la méthode 50-10 est qu'elle vous permet de maintenir une concentration soutenue pendant des périodes plus longues, tout en vous accordant des pauses régulières pour éviter l'épuisement mental. Cette approche est particulièrement utile lorsque vous devez travailler sur des tâches plus complexes ou des sujets qui nécessitent une réflexion approfondie. Mais elle vous demande beaucoup plus d'efforts en continu et ne conviendra pas à tout le monde. Par exemple, pour moi cette méthode est impossible. Je suis sur un modèle d'effort intense pendant 20 minutes, mais suis incapable de fournir un effort sur une période aussi longue, même s'il est moins intense. La durée optimale des séquences d'études peut donc varier d'une personne à l'autre. Certains étudiants préfèrent des séances plus courtes et intenses comme moi, tandis que d'autres travaillent mieux avec des plages plus longues. N'hésitez pas à expérimenter différentes durées et à adapter la méthode 50-10 en fonction de vos préférences et de votre capacité de concentration. Ici aussi, l'essentiel est de trouver un équilibre entre le temps de travail et les pauses pour maintenir votre énergie et votre motivation tout au long de vos révisions. Que vous choisissiez la technique Pomodoro, la méthode 50-10 ou une autre approche, l'important est d'être constant, organisé et à l'écoute de vos besoins. Avec de la pratique, vous trouverez le rythme de révision qui vous convient le mieux et qui vous permettra de donner le meilleur de vous-même lors des examens. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision
pour réussir vos examens. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la méthode des blocs de temps. Elle vous permet de structurer votre journée en blocs dédiés à des tâches spécifiques pour favoriser une meilleure organisation et une plus grande productivité lorsqu'on a besoin d'aide pour structurer son travail. Commencez par identifier vos priorités. À partir de là, divisez votre journée en blocs d'1 à 2 heures, en fonction de votre capacité de concentration et de la complexité des tâches à accomplir ou du contenu que vous allez réviser. Pour chaque bloc, attribuez maintenant une matière, un sujet ou un type de tâche comme de la lecture, la résolution d'un problème, l'analyse d'une étude de cas ou la rédaction de fiches. Alternez les tâches exigeantes avec des activités plus légères pour maintenir votre motivation. Dans la mesure du possible, articulez ces tâches dans un scénario pour les rendre cohérentes et complémentaires. En enseignement, on parle de cheminement pédagogique, et ce concept de chemin a tout son sens dans votre contexte de révision selon moi. Respectez scrupuleusement vos blocs. Concentrez-vous uniquement sur la tâche attribuée. Évitez les distractions et résistez à la tentation de passer à autre chose avant la fin du bloc. Mais si vous réalisez qu'un bloc de temps est trop court ou surtout s'il est trop long pour une tâche donnée, n'hésitez pas à ajuster la durée des blocs suivants en conséquence. Les pauses entre les blocs sont importantes ici aussi. Planifiez donc des pauses de 10 à 15 minutes entre chaque bloc pour vous détendre, vous dégourdir avec une petite marche et vous changer les idées pour mieux attaquer le bloc suivant. Enfin, n'oubliez pas de vous récompenser après avoir complété tous vos blocs de temps de la journée. Accordez-vous une récompense bien méritée, comme un moment de détente, une activité que vous aimez ou une sortie avec des amis. Planifier ce moment va vous donner la motivation pour tenir toute la journée. Ne le sous-estimez pas, car il n'y a rien de pire que de ne pas voir la fin du tunnel. Comme vous l'aurez peut-être compris, l'avantage de la méthode des blocs de temps est de vous donner une structure claire pour organiser vos journées de révision. En attribuant des plages horaires spécifiques à chaque tâche, vous vous assurez de couvrir toutes les matières de manière équilibrée et d'avancer progressivement dans vos révisions. Cette approche est particulièrement utile pour les étudiants qui ont du mal à se concentrer pendant de longues périodes ou qui ont tendance à se disperser. Une belle alternative au 50-10 et plus guidante que le Pomodoro que nous avons vu dans les 2 premières vidéos. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la méthode PQRST avec ses 5 étapes clés. Cette approche est particulièrement utile pour les matières qui nécessitent une compréhension approfondie et une mémorisation efficace des concepts. Peut-être que parmi vous, certains connaissent le modèle SQ3R. Vous allez voir que ces 2 modèles sont très proches. Commencez par survoler rapidement le contenu que vous devez étudier. Analysez la structure du chapitre que vous révisez. Repérez les titres, les sous-titres, les images et les graphiques pour avoir une idée globale du sujet. Formulez ensuite des questions basées sur les éléments clés identifiés lors de l'étape de survol. Vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse. Ces questions doivent être celles que vous vous posez réellement après avoir lu le plan du chapitre. Ces questions vont en effet vous aider à cibler votre attention pendant la lecture et à mieux comprendre les concepts importants. Vous pouvez maintenant lire le contenu en gardant à l'esprit les questions que vous avez formulées. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre lecture, essayez de répondre à vos questions. N'hésitez pas à souligner ou à surligner les informations essentielles, comme vous avez l'habitude de le faire quand vous faites une fiche de lecture. Mon astuce serait de surligner d'une couleur différente, selon la question à laquelle le contenu vous permet de répondre. Après avoir lu votre chapitre, prenez le temps de la résumer dans vos propres mots. Vous pouvez le faire à l'oral ou à l'écrit. Cette étape vous aide à synthétiser les informations clés et à vérifier votre compréhension du sujet. Faites attention au volume du chapitre. Le modèle n'y fait pas référence, mais comme pour les modèles précédents, je vous recommande des blocs de 20 minutes. 20 minutes pour le survol et poser vos questions. 20 minutes de lecture, 20 minutes pour résumer. Vous pouvez maintenant vous auto-évaluer en répondant aux questions que vous avez formulées à l'étape 2. Si vous organisez des révisions en groupe, vous pouvez également créer des quiz, des exercices ou des problèmes pour permettre à vos amis de se tester. Le modèle Feynman que nous allons voir plus tard va détailler cette approche. Pour terminer, je vous conseille de ne pas sous-estimer le potentiel de la création de quiz, car savoir créer un bon quiz demande de très bien maîtriser le contenu révisé. L'avantage des méthodes PQRST et SQ3R est qu'elles vous encouragent à interagir activement avec le contenu que vous étudiez. En vous posant des questions et en résumant les informations, vous favorisez une compréhension plus profonde et une mémorisation à long terme. Ces méthodes sont particulièrement adaptées aux cours qui impliquent beaucoup de lecture
ou font appel à plusieurs concepts, parfois abstraits. N'hésitez pas à adapter la méthode PQRST en fonction de vos préférences et du type de contenu que vous étudiez. Vous pouvez par exemple combiner cette approche avec la technique Pomodoro, en consacrant un Pomodoro à chaque étape de la méthode. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la méthode Feynman. Cette approche va vous demander de savoir expliquer les concepts complexes de manière simple et claire, comme si vous les enseigniez à quelqu'un qui n'a aucune connaissance préalable du sujet. Tout d'abord, choisissez un concept, une théorie ou un problème que vous souhaitez maîtriser. Imaginez maintenant que vous devez l'expliquer à un enfant ou à quelqu'un qui n'a aucune connaissance du sujet. Vous allez devoir utiliser un langage simple, des analogies et des exemples concrets pour rendre l'explication aussi claire et accessible que possible. Pendant que vous expliquez le concept, notez les points sur lesquels vous avez des difficultés à trouver les bons mots ou les exemples appropriés. Ces lacunes révèlent les aspects du sujet que vous ne maîtrisez pas encore complètement. Pour combler les lacunes identifiées, retournez à vos notes. Si elles ne vous permettent pas de continuer, vous devez remonter jusqu'à vos contenus de cours, à vos manuels ou à d'autres ressources pertinentes. Des outils IA comme Explain Paper peuvent vous aider dans ce modèle, mais attention à ne pas sortir du contenu du cours. Concentrez-vous sur ces points spécifiques jusqu'à ce que vous puissiez les expliquer clairement et simplement. Une fois que vous avez approfondi votre compréhension des points difficiles, reprenez l'explication depuis le début. Continuez à affiner votre explication jusqu'à ce qu'elle soit aussi claire et concise que possible. L'avantage de la méthode Feynman est qu'elle vous oblige à comprendre les concepts en profondeur. En essayant de les expliquer de manière simple, vous identifiez rapidement les zones d'ombre dans votre compréhension et vous vous concentrez sur l'essentiel. Cette méthode est particulièrement utile pour les matières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et les mathématiques pour lesquelles la compréhension conceptuelle est primordiale. Cependant, elle peut être appliquée à n'importe quelle discipline où vous devez maîtriser des idées complexes. Vous pouvez pratiquer la méthode Feynman à l'oral en expliquant les concepts à un ami ou à un membre de votre famille. Vous pouvez également l'utiliser à l'écrit, en rédigeant des explications simples dans vos propres mots. L'objectif est de vous éloigner du jargon technique et de vous concentrer sur l'essentiel. En intégrant la méthode Feynman à vos techniques de révision, vous développerez une compréhension plus profonde et durable des sujets étudiés. Vous serez également mieux préparé pour expliquer ces concepts lors des examens ou des entretiens, car vous aurez pratiqué l'art de la communication claire et concise. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une technique ancestrale qui remonte à l'Antiquité. Elle fait appel à votre imagination et à votre mémoire visuelle pour vous aider à mémoriser des informations. Je vais voir avec vous comment mettre en pratique cette méthode fascinante qui m'impressionne encore aujourd'hui. Commencez par choisir un lieu familier que vous connaissez bien et dans lequel vous pouvez vous déplacer mentalement sans effort. Cela peut être votre maison, votre trajet pour aller à l'université, au travail, ou un lieu que vous avez visité et dont vous vous souvenez dans les moindres détails. Imaginez que vous êtes en train de parcourir cet endroit selon un itinéraire précis. Visualisez chaque pièce, chaque recoin et chaque objet que vous rencontrez sur votre chemin. Vous allez maintenant pouvoir associer des informations au lieu. Attribuez à chaque élément de votre itinéraire une information spécifique que vous souhaitez mémoriser. Par exemple, si vous devez retenir une liste de dates historiques, vous pouvez associer chaque date à un objet précis dans une pièce de votre maison. L'étape suivante consiste à créer des images mentales frappantes pour renforcer les associations entre les lieux et les informations. Essayez de créer des images mentales marquantes et inhabituelles pour faciliter la chose. Plus ces images seront ridicules, exagérées ou surprenantes, plus elles seront faciles à mémoriser. Laissez libre cours à votre créativité. Parcourez mentalement votre palais de la mémoire. Lorsque vous devez vous rappeler les informations mémorisées, imaginez-vous en train de parcourir à nouveau votre itinéraire mental. Visualisez chaque lieu et chaque image associée pour retrouver les informations correspondantes. Entraînez-vous à créer différents palais de la mémoire pour chaque matière et au besoin pour des thèmes ou des chapitres de contenu différents. Plus vous utiliserez cette méthode, plus elle deviendra naturelle et efficace pour vous. Au début, l'exercice est très fatigant et il vous demandera de la pratique pour devenir plus facile. Commencez avec peu de contenu
et augmenter vos itinéraires au fur et à mesure. Vous allez être surpris du volume d'informations que vous allez pouvoir mémoriser. L'avantage de la méthode Loci est qu'elle fait appel à votre mémoire visuelle et spatiale, qui sont souvent plus puissantes que la simple mémorisation par répétition. En associant les informations à des lieux et des images familiers, vous créez des liens mnémotechniques forts qui facilitent le rappel. Cette méthode est particulièrement utile pour mémoriser des listes, des séquences ou des informations qui n'ont pas nécessairement de lien logique entre elles. Vous pouvez l'appliquer pour retenir des dates historiques, des formules mathématiques, des mots de vocabulaire en langue étrangère ou même les différentes étapes d'un processus complexe. N'hésitez pas à personnaliser votre palais de la mémoire en fonction de vos préférences et de votre style d'apprentissage. Vous pouvez y ajouter des couleurs, des sons, des odeurs ou même des sensations pour rendre vos associations encore plus fortes. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Nous allons maintenant parler d'une méthode de révision pas mal efficace et même amusante, les cartes mentales ou mind maps en anglais. Une carte mentale, c'est en fait un schéma avec lequel vous allez organiser vos idées et vos connaissances autour d'un thème central. Vous pouvez y mettre des mots-clés, des images, des symboles et des couleurs. Bref, tout ce qui vous aide à structurer et à mémoriser les informations importantes. Mais pourquoi c'est si efficace pour réviser? Eh bien, déjà parce que ça vous oblige à faire le tri dans vos connaissances et à identifier les notions clés. Quand vous créez votre mind map, vous devez synthétiser et reformuler les idées avec vos propres mots, ce qui aide à mieux comprendre et à vous approprier le contenu. En plus, les mind maps vont faire appel à votre mémoire visuelle. Avec tous ces éléments graphiques et ces couleurs, votre cerveau retient beaucoup plus facilement les informations qu'avec une simple relecture de vos cours. Autre avantage, les mind maps vous permettent de voir d'un seul coup d'œil les liens logiques entre les différentes notions. En les organisant de manière claire et hiérarchisée, vous comprenez mieux comment les idées s'articulent entre elles, ce qui est essentiel pour avoir une vision globale de votre sujet. Pour créer une mind map efficace, commencez par noter le thème central au milieu d'une grande feuille, puis tracez des branches principales pour chaque grande partie du cours. Ensuite, ajoutez des sous-branches pour détailler chaque notion, avec des mots-clés, des exemples, des définitions. Il existe plusieurs logiciels, mais comme à mon habitude, je vais y aller de manière pragmatique, et tant pis si certains m'accuseront de jouer le jeu de Microsoft. Pourquoi je dis ça? Parce que vous soyez employé ou étudiant, il y a fort à parier que vous avez déjà accès à Office 365. Et dans le pack O365, vous avez le logiciel Visio qui certes n'est pas un logiciel spécifiquement développé pour faire des cartes mentales, mais entre nous, il fait très bien l'affaire. En plus, vous allez pouvoir travailler de manière collaborative avec OneDrive ou même en équipe si vous développez vos cartes dans une équipe Teams. Pour revenir au développement des cartes, n'hésitez pas à utiliser des couleurs pour différencier les idées, à dessiner des petits symboles pour illustrer certains points, ou même à coller des images si ça vous parle mieux. Laissez libre cours à votre créativité, du moment que ça vous aide à mieux mémoriser. Un petit conseil, essayez de faire vos mind maps de mémoire, sans regarder votre cours. Comme ça, vous verrez tout de suite ce que vous avez bien retenu et ce qu'il faut encore retravailler. Et n'hésitez pas à compléter ou à corriger votre carte au fur et à mesure de vos révisions. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que les mind maps deviendront votre meilleure arme pour réviser efficacement et aborder les examens en toute confiance. Construisez-les ensemble de manière collaborative ou coopérative. Dans ce cas, chacun développe une partie de la carte. C'est toujours enrichissant de voir comment les autres organisent leurs idées. La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens avec la prise de notes visuelles. Vous connaissez sûrement plus cette technique sous le nom de sketchnote. Les sketchnotes vont vous permettre de combiner et d'articuler ensemble des mots-clés, des images, des symboles et des connexions visuelles pour représenter les informations clés. En créant ces représentations, vous stimulez votre mémoire visuelle, ce qui facilite le rappel des concepts et des idées. Ensuite, contrairement à la prise de notes traditionnelle, la technique du sketchnote vous oblige à traiter activement les informations que vous entendez ou lisez. Vous devez réfléchir à la manière de représenter visuellement les concepts, ce qui renforce votre compréhension et votre mémorisation. Mais cela vous permet aussi d'exprimer votre créativité et votre style personnel. Vous pouvez utiliser différentes couleurs, polices, images et mises en page pour rendre vos notes visuellement attrayantes et uniques.
Cette personnalisation rend le processus d'apprentissage plus agréable et motivant. Cette technique est très intéressante, car elle peut être adaptée à presque tous les sujets et styles d'apprentissage. Si vous me suivez, vous savez que développer son esprit critique est une compétence qui est très importante pour moi, et mes vidéos vous poussent dans ce sens. Enfin, je l'espère. Et justement, le processus de création de Sketchnote vous encourage à identifier les informations essentielles, à établir des connexions et à résumer les idées de manière concise. Ces compétences de pensée critique et de résolution de problèmes sont précieuses dans tous les domaines académiques et professionnels. Comme pour les mind maps dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, les sketchnotes sont faciles à partager avec d'autres étudiants, ou même vos enseignants si vous voulez des rétroactions de leur part. Vous pouvez les présenter pendant des travaux de groupe, les publier en ligne ou les utiliser comme support visuel pour des présentations orales. Ne sous-estimez pas cette dimension collaborative car elle enrichit l'apprentissage. Pour mieux comprendre ce qu'est la technique du sketchnote, pourquoi et surtout comment la pratiquer, je vous propose de ne pas réinventer la roue et de continuer avec cette très bonne vidéo réalisée par le Laboratoire d'innovation pédagogique sur l'Europe. Réenchantez votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique. Le sketchnote ou la prise de notes visuelle. Qu'est-ce que le sketchnote ? Le sketchnote, ou prise de notes visuelle, est une technique de prise de notes mêlant des mots, mais aussi tous les éléments du langage visuel, c'est-à-dire des dessins, des pictogrammes, des puces, des liens, des couleurs. C'est une prise de notes qui n'est pas linéaire, mais plutôt organisée dans une structure visuelle, souvent métaphorique, qui est elle-même porteuse de sens, comme un paysage, une frise, une route, une montagne ou encore une montgolfière. Quand utiliser le sketchnote ? La méthode du sketchnote peut s'utiliser en direct pour prendre des notes lors d'un cours, d'une conférence, d'une réunion ou encore pour retenir l'essentiel d'une émission de radio ou de télévision. Elle peut aussi être très utile en différé pour réaliser des comptes rendus de lecture ou encore des fiches de révision. Quels sont les avantages de cette méthode par rapport à une prise de notes classique ? Depuis quelques années, les élèves et les étudiants ont tendance à prendre des notes à partir d'un ordinateur et pratiquent ce que l'on appelle le verbatim, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre en note le plus d'informations possible, un peu comme s'ils étaient en mode dictée. Si l'utilisation de l'ordinateur peut avoir de nombreux intérêts sous divers aspects et dans de nombreux domaines, des études récentes montrent que cette façon de prendre des notes n'est pas toujours efficace en termes de compréhension et de mémorisation, et qu'à l'issue de la séance, beaucoup d'élèves n'ont pas compris ou retenu les notions essentielles, alors qu'ils ont pourtant pris beaucoup de notes. A l'inverse, prendre des notes à la main et utiliser des éléments de représentation visuelle est moins rapide et implique donc d'entrer dans un processus de tri des informations et à se concentrer sur l'essentiel. La représentation visuelle incite à se questionner sur les notions que l'on représente visuellement et permet ainsi de passer par une phase de compréhension puis de mémorisation, puisque notre cerveau associe la notion à l'image venant ainsi renforcer le pouvoir des mots. Lors d'une prise de notes à la main et une prise de notes visuelle, les informations captées sur le papier sont moins nombreuses que lorsque l'étudiant ou l'élève fait du verbatim avec son ordinateur portable. En revanche, il passe déjà par un processus de tri, de synthèse, d'organisation, de représentation et donc de compréhension et de mémorisation. De plus, un simple dessin peut parfois remplacer un paragraphe entier d'écriture et sera tout aussi efficace pour la mémorisation. Le sketchnoting permet aussi de maintenir la concentration et est surtout une façon ludique et récréative de prendre des notes. Tu auras également plus de plaisir à relire et à apprendre à partir de notes synthétiques, colorées et structurées de manière imagée. Quels sont les éléments essentiels pour une bonne prise de notes visuelle ? Pour réaliser une bonne prise de notes visuelle, c'est-à-dire des notes efficaces, agréables à relire et faciles à mémoriser, tu dois être à l'écoute et relever les idées essentielles, réfléchir à ce qu'elles signifient et comment les représenter. Tu commenceras par mettre un titre. Il faut également ensuite veiller à 3 points fondamentaux. Tout d'abord le texte, qui demeure central dans la prise de notes visuelle. Il ne s'agit pas de le réduire uniquement à des mots-clés, mais de sélectionner des phrases à l'intérieur desquelles des mots importants vont être mis en valeur, soit par une typographie différente, une taille d'écriture, une couleur ou encore un cadre ou un contenant. La manière dont sont écrits les mots doivent avoir un lien avec leur signification. Par exemple, la notion de taille représentée par un mot écrit en petit ou en énorme. Deuxièmement, les images, les dessins ou les pictogrammes. Il s'agit de traduire des mots, des notions complexes en images reconnaissables mais simples. L'idée est une reconnaissance rapide de l'élément représenté,
qui doit en aucun cas être un chef-d'œuvre, car il faut aussi réussir à être rapide dans la réalisation. Un seul picto bien choisi permet parfois de remplacer un ensemble de mots ou même un paragraphe entier. Troisièmement, la structure. La structure, c'est-à-dire la façon dont sont organisés les mots, les dessins, les pictos, elle est également primordiale car elle est porteuse de sens. Elle peut être simple, avec une arborescence en araignée, linéaire comme une frise historique si les éléments du cours sont chronologiques. Cette structure peut aussi être métaphorique. Dans ce cas, le texte et les pictogrammes viennent se positionner sur un grand dessin central qui lui aussi est porteur de sens. Une montagne pour donner l'idée d'une évolution avec des informations de bas en haut, ou encore une route avec des étapes à franchir. Il ne faut pas oublier les liens, c'est-à-dire les flèches qui vont permettre également de mettre en relation les éléments et permettre une meilleure lecture. Quels sont les prérequis ? Aucun prérequis, inutile d'être un artiste, il faut juste oser se lancer. Même les dessins les plus rudimentaires peuvent exprimer les idées de manière efficace. En revanche, le sketchnote demande une grande capacité d'écoute et aussi de maîtriser les rudiments du langage visuel que tu trouveras dans les vidéos dédiées au vocabulaire visuel. La plupart de ces éléments te sont déjà familiers, des formes géométriques, des puces, des pictogrammes du quotidien, des bulles de bande dessinée ou encore des smileys. Le secret, c'est de pratiquer le plus souvent possible et à toutes les occasions. Quel matériel pour sketchnoter ? Eh bien tout simplement un grand cahier, des feuilles blanches, un carnet ou encore un coin de nappe en papier. Tous les supports permettent de sketchnoter. On va privilégier un carnet ou un cahier avec des pages blanches et non quadrillées. L'idéal est que ce support puisse se positionner à l'horizontale ou à la verticale pour laisser encore plus de possibilités et de place à la créativité. Côté crayon, des feutres noirs à pointe fine, quelques feutres de couleur ou encore des marqueurs suffiront. Il est aussi possible de prendre des notes visuelles sur un grand tableau blanc à l'aide de marqueurs effaçables et devant le reste de la classe. Dans ce cas, on prend des notes pour donner à voir et cette technique s'appelle alors le scribing. On ne sketchnote plus pour soi, mais pour les autres.